Bonjour, bonjour. On va commencer dès maintenant parce qu'on a beaucoup de questions à ce direct du droit. Donc, merci à tous pour votre participation à ce direct du droit dédié aux baux commerciaux et professionnels. Je me présente, je vous invite à couper vos micros, sinon, Anaëlle, si tu peux couper les micros des participants. N'hésitez pas à les réactiver si vous avez des questions complémentaires à celles auxquelles vont répondre nos intervenants. Donc, je me présente rapidement, Myriam Nika, je suis responsable marketing et communication pour Inextinso métier du droit et en particulier pour Inextinso avocat. Je serai un peu votre madame loyale ce matin. Au niveau de l'organisation de cette heure d'intervention, je vais désactiver tous les micros. Donc, au niveau des interventions, vous pourrez poser des questions complémentaires aux questions qui auront été posées, auxquelles auront répondu nos intervenants dans le chat. Donc, je vais directement lancer le sujet pour vous présenter aux personnes qui ne connaissent pas Inextinso très rapidement Inextinso, notre groupe. Donc, Inextinso est leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME en France. Qui dit leader dit 120 000 clients, 5 800 collaborateurs répartis dans 250 agences sur le territoire national pour un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Inextinso, c'est l'accompagnement à 360 degrés des dirigeants d'entreprises TPE et PME en France. Ça passe par l'accompagnement en création d'entreprise avec Coincé, l'externalisation de la fonction finance, la gestion de la paie grand compte, le conseil en fusion-acquisition. Nous travaillons également dans l'accompagnement des acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme. Nous accompagnons également le chef d'entreprise dans l'optimisation de sa stratégie patrimoniale avec Inextinso Patrimoine. Et nous accompagnons également les entreprises innovantes. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires avec Inextinso Avocat. Le service juridique d'Inextinso, c'est aujourd'hui un grand nombre d'équipes réparties sur l'ensemble du territoire national, de 450 personnes, réparties donc dans 80 agences. Nous avons également une dizaine de cabinets d'avocats dirigés par 22 avocats associés. Nous intervenons sur de nombreux domaines de droit avec notre expertise en particulier sur le droit social, fiscal, droit des affaires et droit des sociétés, mais également en RGPD, en propriété intellectuelle, en tourisme, hôtellerie, restauration, en immobilier, en droit public, assurance, patrimoine et aussi à l'international. Nos clients sont de tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise et nous intervenons en conseil et bien sûr en contentieux. Je vais laisser maintenant la parole à nos intervenants qui vont rapidement se présenter, toujours dans la rapidité, pour pouvoir répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Donc, Anne, je te laisse te présenter en premier. Merci, Anne Épinat, Inextinso avocat sur Paris, Boulogne-Billancourt. Je travaille depuis 30 ans, notamment dans le secteur de l'immobilier et des baux commerciaux avec d'autres domaines, mais une forte prépondérance immobilière. Pierre. Bonjour à tous, donc Pierre Lamant, je suis directeur juridique au sein d'Inextinso, plus particulièrement sur Inextinso Sud-Ouest. Et j'interviens sur toutes les questions juridiques de nos clients et notamment sur les baux commerciaux. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'interviens sur ce secteur également. Parfait, nous avons été rapides, même pas 5 minutes. Allez, on enchaîne sur les questions. Donc, première question sur les 20 qui nous ont été posées. Quelle est la différence entre un bail commercial et un bail professionnel? A priori, ce sont des baux qui ne s'adressent pas au même public. Le bail commercial a été créé pour tout ce qui est justement activité commerciale, industrielle, artisanale, fonds de commerce. Et le bail professionnel est plutôt destiné aux professionnels non commerçants et notamment tout ce qui est profession libérale. Le bail commercial est régi par le Code de commerce, le bail professionnel est régi par la loi de 87 qui est insérée dans le Code civil. Donc il y a une différence de nature et de public. Le bail commercial peut être utilisé par tous les professionnels, mais il n'offrira pas la protection à ceux qui ne sont pas commerçants. Parfait. Pierre, tu veux compléter, non?
Non, on est tout à fait d'accord. C'est bon. C'est vrai que c'est deux baux qui ont des périmètres qui pourraient se ressembler, mais en fait qui ont des réglementations quand même qui sont fondamentalement différentes, hein, même s'il y a des points qui peuvent se ressembler, notamment sur les charges par exemple. Mais on est vraiment sur deux secteurs complètement différents de population professionnelle quand même. OK, question suivante. Hop. Alors, pouvez-vous aborder l'alternative aux baux commerciaux? Les conventions de mise à disposition de prestations de services peuvent-elles être requalifiées en baux? Si oui, sous quelles conditions? Que faire pour que cela ne soit pas le cas? Alors, c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée quand on a des personnes qui ont un immeuble à mettre en location ou à disposition d'un tiers ou même au sein de leur groupe, hein, de société des fois. C'est de déterminer justement les modalités de cette mise à disposition d'immeubles. Alors, si on regarde, il y a quand même deux choses qui sont fondamentalement différentes. Il n'y a pas réellement d'alternative aux baux commerciaux. Je dirais qu'un bail commercial, on est d'accord avec Anne, c'est une mise à disposition nue. C'est-à-dire que je te mets à disposition un bâtiment avec éventuellement quelques aménagements, mais très sommaires, mais on est loin d'une prestation de service ou d'une convention de mise à disposition qui ont un objectif qui est complètement différent de cette mise à disposition nue de bâtiment. La convention de prestation de service, par exemple, ou même d'autres conventions qui pourraient exister dans lesquelles il y a une mise à disposition éventuellement d'un immeuble. Ça peut être par exemple le cas d'une location-gérance qui va inclure en même temps que la location du fonds de commerce, par exemple, la location des murs. Ça peut être inclus dans une convention un peu mixte dans laquelle on aurait en fait les deux prestations. Ou des fois, on peut avoir aussi des locations de locaux qui sont aménagés avec un certain nombre de prestations de services. C'est une question souvent qui nous est posée, notamment quand des entreprises fabriquent ou créent des lieux qui vont servir, par exemple, de coworking avec des prestations de services, d'accueil, de photocopie, un certain nombre de prestations annexes à la location. On est sur des champs qui sont complètement différents. Là encore, la prestation de service ne se confond pas avec la location nue. Elle peut inclure en partie cette location, mais pour éviter de confondre les choses, parce qu'encore une fois, vous allez le voir après, le régime des baux commerciaux, il est quand même assez strict et encadré par la réglementation. Il y a des règles qui sont spécifiques. Si on ne veut pas confondre cette Un problème de... De connexion. Oui, Pierre a un problème de connexion. Donc, je vais, je vais réembrayer. Effectivement, il faut être, si on ne veut pas avoir de confusion entre les baux et la prestation de service, il faut Excusez-moi. être très précis. Ah, je sais pas, dans la rédaction, notamment sur les questions de durée, heu, que ce soit une convention de prestation de service ou l'autre alternative qui est en fait ce qu'on appelle le bail dérogatoire, qui n'est plus tout à fait un bail commercial. Les questions essentielles qui permettent de requalifier, c'est la durée. Plus de 3 ans, il y a un gros risque de requalification. Si c'est une prestation de service, bien définir les prestations offertes pour être sûr qu'on ne requalifie pas ça en location d'un local nu et donc être attentif à la façon dont les conventions et les obligations de chacune des parties sont précisées, pour, ne pas donner lieu à une confusion qui permet la requalification. OK. Et surtout, insistons sur le caractère non fictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'écrire éventuellement des conventions qui intégreraient des prestations de services, mais qui ne seraient pas réellement données pour sortir du champ, par exemple, des baux commerciaux, parce que des fois, ça peut nous être demandé, effectivement, de vouloir sortir de ce cadre qui est assez strict des baux en faisant des conventions avec des prestations, mais encore faut-il que ces prestations existent réellement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on écrit et il y a en suivant la réalité, et des fois on peut se faire rattraper effectivement par des rédactions qui étaient avec des prestations qui n'existent pas réellement, et du coup on se retrouve à remettre en cause la convention et retomber dans le régime des baux commerciaux qui reste un régime applicable de droit. C'est-à-dire que si on est dans les conditions du bail commercial, c'est une réglementation qui va s'appliquer de facto. OK, donc pas d'autres questions sur le sujet. On passe à la suite.
Donc là, on a rassemblé toutes les questions qui avaient trait à la fin du bail et à son renouvellement. Donc, question 3. Mon bail commercial 6-9 ans s'est terminé en mars 2022. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelle proposition de bail. On m'a conseillé de ne rien dire car cela présentait plus d'avantages que d'inconvénients. Quelles sont les conséquences de la poursuite du bail à son échéance sans renouvellement? Alors, je vais me permettre de faire un petit préalable à la question, et je laisserai ensuite la réponse à Pierre. On est en matière de bail commercial avec une législation très particulière. Les gens ont volontiers tendance à penser que le bail commercial, comme le bail professionnel ou le bail d'habitation, lorsqu'il prend fin, il est, s'il n'y a pas de congé et qu'il n'y a pas eu de proposition de bail, le bail c'est renouvelé tacitement pour une nouvelle durée de 3, 6, 9 ans. Ce n'est pas le cas. Un bail commercial ne prend fin que par l'effet d'un congé. Ce qui signifie que s'il n'y a pas eu de congé, le bail se poursuit simplement et il devient en fait un contrat à durée indéterminée auquel il est possible de mettre fin à tout moment suivant des règles, mais la durée, c'est plus du 369. Ça ne redevient un 369 qu'à partir du moment où on a formalisé un renouvellement de bail. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Alors, si on se retrouve effectivement en prolongation par accord entre les parties parce qu'il n'y a pas eu de congé à la fin du bail, ça présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Je ne sais pas si c'est plus d'avantages que d'inconvénients. Mais là, je laisse Pierre vous donner un avis que nous partageons. Effectivement, comme Diane, le contrat va se poursuivre. Alors, indépendamment de sa durée, la question au moment où justement ce contrat va tomber en tacite prolongation à l'échéance des 9 ans, c'est difficile comme ça sur le papier de dire si on a intérêt ou pas à se manifester, qu'on soit d'ailleurs le bailleur ou le preneur. C'est souvent une question qui nous est posée. Il faut être particulièrement attentif à cette occasion-là et de bien regarder toutes les conséquences. C'est-à-dire que se manifester dans le cadre d'un bail, on va en reparler après, mais quand bien même on peut avoir des fois un intérêt sur certains sujets du bail, il faut parfois être mesuré et ne pas forcément aller de suite demander un renouvellement. Parce qu'effectivement, aller sur le renouvellement, ça peut présenter un intérêt. Je prends un exemple, vous envisagez peut-être de vendre à un moment donné votre fonds de commerce, vous avez tout intérêt effectivement à avoir un bail sécurisé pour le repreneur. Donc effectivement, là, on pourrait avoir la tentation d'aller solliciter soi-même le renouvellement en tant que preneur auprès du bailleur. Mais en faisant attention aussi que, au moment où on va aller demander ce renouvellement, ça va ouvrir un certain nombre de questions et forcément, on va regarder le montant du loyer. On va en reparler après. Ça va être éventuellement l'occasion à ce moment-là d'aller, pour le bailleur, renégocier le montant du loyer ou les conditions, parce qu'il y a éventuellement des facteurs qui auront fait que la situation a pu changer par rapport au bail initial. Et donc, il peut y avoir un risque pour le preneur de se retrouver engagé dans un processus de renouvellement du bail avec un loyer qui sera plus nécessairement cohérent avec ce qu'il pouvait attendre et ce qu'il payait auparavant. Et puis, le risque de ne pas bouger, à l'inverse, c'est comme l'a dit Anne, c'est le risque éventuellement de se faire évincer à tout moment du local. Alors, pas réellement à tout moment, parce qu'il y a quand même ce petit délai légal qui est prévu, mais ça reste un risque malgré tout. Donc, ne rien faire, pourquoi pas, faire quelque chose, pourquoi pas, mais c'est vraiment une question au cas par cas. Et puis, ça reste une vraie négociation. Il ne faut pas croire que c'est un bail dont le renouvellement est assuré et que c'est relativement facile. Ça reste malgré tout une renégociation, le renouvellement de bail. Ok. Toujours pas de questions. On avance. Question 4. Une fois les 3, 6, 9 ans écoulés depuis la signature du bail commercial, le bailleur peut-il augmenter le loyer? Que faire s'il refuse de le renouveler? Cette question-là, elle est justement dans le prolongement de ce qu'on vient de dire là à l'instant avec Anne, c'est qu'effectivement, à la fin des 9 ans, le bailleur, légalement, pourrait être en droit d'augmenter le loyer. Mais
une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que l'augmenter, oui, mais dans quelles conditions? Et malgré tout, il y a des pare-feux aussi qui sont prévus par la réglementation, qui prévoient notamment un certain nombre de règles pour que justement, dans le cadre du renouvellement, le loyer ne s'envole pas non plus et n'ait plus nécessairement de cohérence, du moins économique, avec la possibilité aussi du preneur de continuer son bail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, sous prétexte qu'on a droit au renouvellement et que le bailleur finalement accepte ce renouvellement, qui vous disent du jour au lendemain, je vais multiplier par 2 ou par 3 ton loyer sans tenir compte des circonstances extérieures. Donc il y a des règles qui encadrent malgré tout ce renouvellement de loyer. On ne pourra pas augmenter de façon inconsidérée, sauf à ce qui a. Ça ne sera même pas de façon inconsidérée, mais il faudra tenir compte de ce qu'on appelle les facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire que, imaginons que vous soyez dans une zone qui a connu un essor, par exemple, commercial particulièrement important par rapport à l'époque où vous êtes arrivé dans le bail initial, ça peut justifier effectivement un changement du loyer pour une raison simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que même si le loyer est librement fixé par les parties dans le premier bail, il est quand même censé correspondre aussi à la valeur locative intrinsèque des locaux. Et cette valeur locative, elle dépend directement de ces facteurs locaux de commercialité. Et si vous êtes un commerçant isolé ou si vous vous retrouvez dans une zone commerciale, on comprend bien que l'attrait pour votre fonds de commerce n'est pas du tout le même, donc forcément la valeur locative risque de grimper et entraîner éventuellement une augmentation de loyer. Donc le moment du renouvellement du bail à l'échéance est un moment stratégique justement pour le bailleur pour regarder s'il ne peut pas augmenter ce loyer pour rattraper la valeur locative. Et sur le deuxième point, Anne va pouvoir vous répondre. Oui, et en complément de ce que dit Pierre, il faut non seulement qu'il y ait une distorsion entre la valeur locative et le loyer initial pour envisager une augmentation du loyer, mais il faut aussi un certain nombre de circonstances environnantes au local commercial, c'est-à-dire que le bailleur ne pourra pas passer à la valeur locative et invoquer donc un déplafonnement si le quartier, les circonstances n'ont pas été modifiées. Par exemple, vous avez une nouvelle desserte du métro ou d'un bus qui vous permet d'avoir davantage de clientèle, on considérera que c'est une modification d'un facteur local de commercialité. À l'inverse, il y a une désaffection du centre-ville et tous les locaux à côté sont fermés. C'est une modification. En général, dans ces cas-là, la valeur locative est plutôt à la baisse et parce que ça se trouve, le bailleur peut augmenter le loyer, mais s'il décide de passer à la valeur locative et qu'il a fait un congé en ce sens, la valeur locative, elle peut être supérieure au loyer initial, mais elle peut aussi être inférieure au loyer initial. Donc, de la part du bailleur, il faut aussi s'assurer de la pertinence de son congé et de sa demande de déplafonnement. Si le bailleur refuse de renouveler le bail, il a le droit de le faire. Il doit à ce moment-là, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure, offrir le paiement d'une indemnité d'éviction qui compensera la perte du bail, mais le locataire ne peut jamais imposer au bailleur de poursuivre un bail qu'il ne veut pas poursuivre. Ok. On a une question de Didier Augeret. S'il n'y a pas de renouvellement proposé, le bailleur ne peut pas modifier le prix du loyer en dehors de l'actualisation prévue dans le bail initial. C'est bien ça. Tout à fait. S'il n'y a pas de renouvellement, la seule augmentation possible du loyer, enfin, de demande formellement faite, dans le cadre de la tacite prolongation, le bailleur peut quand même indexer le loyer ou pratiquer une révision. Et on reviendra sur ces deux modes d'augmentation du loyer, mais qui restent des augmentations relativement linéaires à partir de l'application d'un indice. C'est pour ça justement qu'il y a une vraie stratégie à ne pas nécessairement aller au renouvellement ou à y aller. C'est-à-dire qu'avant de solliciter ce renouvellement, quand bien même on y aurait droit légalement, il faut vraiment analyser le contexte locatif autour et le contexte lui-même du bail pour s'assurer qu'on a vraiment un intérêt économique à solliciter ce renouvellement. Parce que c'est une vraie stratégie en amont même de la partie purement juridique de l'opération. Et c'est vrai de la part du bailleur comme du preneur, parce que la demande de renouvellement, elle peut émaner du bailleur, mais elle peut être formée aussi par le preneur qui a intérêt justement, en se rendant compte que son loyer est plutôt attractif,
à demander rapidement un renouvellement de son bail pour garder le même loyer et éviter le congé avec offre de renouvellement et augmentation du loyer. Madame Peng a posé une question, mais cette question, on va la traiter ultérieurement. Donc, on va y revenir. Question suivante. Non, ça, c'est question précédente. Question suivante. Et dans le cadre d'un bail professionnel, le bailleur peut-il mettre fin au bail à la fin de la période des 9 ans alors que le locataire ne le souhaite pas? Si oui, sous quelles conditions? Dès lors, quels sont les recours du locataire? Alors, là, il y a une petite précision à faire. Le bail professionnel, lui, est d'une durée de 6 ans. Le bail commercial est d'une durée de 9 ans. Dans le cadre d'un bail professionnel, je vais répondre tout de suite, le bailleur peut mettre fin au bail avec un préavis de 6 mois à la fin de la période de 6 ans. Il n'y a aucune obligation de renouveler le bail et s'il ne le renouvelle pas, le preneur n'a droit à aucune indemnisation. En matière de bail commercial, la législation est beaucoup plus protectrice du locataire, c'est ce qu'on appelle la propriété commerciale, entre guillemets, et qui est le droit de renouvellement au bail. Donc, à la fin de la période des 9 ans, le bailleur peut choisir soit de renouveler le bail, avec éventuellement une augmentation de loyer, ça on l'a évoqué, ou de mettre fin au bail. S'il met fin au bail, il y a deux possibilités. Soit il considère que dans le cours du bail, le locataire a régulièrement commis des manquements à ses obligations, que ce soit un non-paiement récurrent, que ce soit une absence d'entretien des locaux, que ce soit une modification de la destination des locaux. Et dans ce cas-là, il peut envisager de mettre fin au bail sans payer une indemnité d'éviction. Dans le cas le plus général, le bailleur qui veut mettre fin au bail doit offrir à son preneur le paiement d'une indemnité d'éviction qui compense la perte pour l'exploitant commercial d'une partie de son fonds de commerce, puisqu'il va être obligé de le délocaliser sans avoir choisi lui-même de quitter un local qui pour lui présentait un intérêt tout à fait attractif, que ce soit à partir du loyer ou de sa localisation. Ok. Donc les recours du... Sur la question des recours, Anne le disait indirectement dans son propos, malheureusement, qu'on soit dans le bail professionnel ou qu'on soit dans le bail commercial, le recours du locataire, il est relativement inexistant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre le bailleur à aller au renouvellement. C'est-à-dire qu'on a un droit au renouvellement en tant que locataire, mais dans le cas où le bailleur ne fait pas droit à ce droit au renouvellement uniquement dans le bail commercial, on ne peut pas le lui imposer. C'est-à-dire que, comme disait Anne, on va rentrer dans un autre terrain qui est celui de l'indemnisation. C'est-à-dire que comme on ne fait pas droit à un droit fondamental que j'avais qui m'est donné par le Code de commerce, ben, on doit m'indemniser. Donc on va rentrer dans un sujet, mais qu'on va voir un peu plus en détail après sur justement ces modalités et le processus d'indemnisation. Mais finalement, le locataire, il n'a pas de recours sur ce terrain-là. Et dans le bail professionnel, c'est d'autant plus vrai que là encore, il n'y a aucun recours légalement prévu, ni même d'indemnisation. C'est-à-dire que la nature même et la grosse différence, pour en revenir à une des toutes premières questions qui a été posée entre le bail professionnel et le bail commercial, c'est justement cette notion de propriété commerciale qui n'existe pas dans le bail professionnel. C'est-à-dire que par nature, le bail professionnel n'est pas lié, si vous voulez, à l'exploitation d'un fonds de commerce. Donc on considère qu'il n'y a pas de faveur particulière à protéger une clientèle qui pourrait finalement se déplacer parce qu'elle va suivre le professionnel, ce qui n'est pas la réalité souvent sur le fonds de commerce, même si ça peut être discuté suivant les fonds, mais un fonds de commerce, il est tout autant attaché à la clientèle et à une zone géographique, logiquement. Et c'est ça que l'on protège par faveur dans le code de commerce, dans le régime spécifique des baux commerciaux. Mais néanmoins, ça n'autorise pas le locataire à dire bah, attendez, moi, vous voulez me mettre dehors, je vous impose la poursuite d'un contrat. Il faut bien comprendre qu'on reste malgré tout dans un contrat, c'est-à-dire qui se conclut de gré à gré entre les parties. Donc, on ne peut pas forcer une partie à poursuivre un contrat. En revanche, encore une fois, on peut être indemnisé du non-renouvellement de ce contrat parce qu'il a un impact économique sur mon fonds de commerce. Ok. Question suivante. Que puis-je faire si mon bailleur souhaite vendre son terrain à un promoteur et ne pas renouveler le bail?
Alors, le premier point, c'est que si le bail porte sur le terrain de façon générale, la question du renouvellement du bail ne se posera pas au moment de la vente, puisque la vente du bien loué ne permet pas de mettre fin au bail. Le bail se poursuit avec le nouveau propriétaire du bien. Euh, Dans l'hypothèse où le bail commercial porte sur le terrain sur lequel éventuellement il y a une construction, mais porte sur le terrain, depuis la loi de 2014, le locataire a un droit de préemption pour acheter le local, le bien loué, en cas de vente par le bailleur. Si, en l'espèce, pour la question, parce que je ne connais pas tout à fait le périmètre de la question, le bailleur souhaite vendre un terrain sur lequel il y a une construction qui est donnée à bail, le locataire n'aura pas le droit de préemption, puisqu'il y a une différence entre ce qui est loué, ce qui est vendu, le terrain, et ce qui est loué, la construction sur le terrain. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, ça ne mettra pas fin au bail. Et si le promoteur veut, à un moment quelconque, ne pas renouveler le bail, ben, ce sera à lui de donner congé et de payer, comme l'exposait Pierre tout à l'heure, l'indemnité d'éviction qui sera due si le promoteur le fait souvent, il veut une opération immobilière, donc il veut récupérer le terrain, les constructions sur le terrain pour les détruire et élaborer une nouvelle construction. Donc le principe, c'est que le promoteur doit attendre la fin du bail pour donner congé, mais comme Pierre le rappelait tout à l'heure, le bail, qu'il soit commercial ou professionnel, mais là, en l'espèce commerciale, reste un acte consensuel, ce qui veut dire que s'il faut être deux d'accord pour le conclure, on peut être deux parties d'accord pour y mettre un terme avec ou sans indemnité, mais de préférence avec indemnité, avant même la date d'expiration du bail. Quand on est dans le consensualisme, tout peut être fait. Les règles dérogatoires de congé et de paiement d'indemnité d'éviction et de fixation du loyer en renouvellement ne sont que des règles supplétives quand les parties elles-mêmes n'arrivent pas à trouver un accord sur ou le départ du locataire ou la poursuite du bail. Donc, ce qui peut être fait, c'est ou faire valoir le droit de préemption, et s'il n'y a pas de droit de préemption, bah, le promoteur ne peut pas imposer au locataire la fin du bail immédiatement au moment de la vente. Et dans ce cas-là, il faut arriver à négocier avec lui ensuite, s'il veut ne pas renouveler le bail, la meilleure indemnité d'éviction possible. Mais là encore, il n'y a pas moyen de s'opposer à l'éviction si elle est demandée par le propriétaire du terrain. Ok, on arrive à une demi-heure. Il nous reste une demi-heure pour traiter les questions suivantes. 7e question. Puis-je mettre fin à mon contrat de location en respectant un délai de préavis en dehors des périodes de 3 ans mentionnées sur mon bail commercial de 9 ans? En cas de départ anticipé, le preneur d'un bail 369 doit-il payer le terme en cours? En ce qui concerne les baux signés pour une longue durée de 11 ans et 9 mois, est-ce que le bailleur peut résilier le bail tous les 3 ans ou seulement à son terme des 11 ans et 9 mois? Alors, la première question, elle est relativement aisée, mais elle peut être contextualisée. Alors là, on suppose que la question émane d'un preneur, hein, savoir s'il peut effectivement sortir du contrat tous les 3 ans, d'où l'intérêt de parler de 369. Le principe, c'est que le Code de commerce prévoit qu'on peut effectivement sortir par principe tous les 3 ans, donc à chaque échéance triennale, donc sous réserve de respecter un formalisme et un délai d'information du bailleur. Déjà, je rappelle que ce principe-là n'est valable que dans les baux d'une durée initiale de 9 ans. Par exemple, sur des baux qui auraient une durée supérieure initialement, par exemple, ce qu'on va trouver dans des zones commerciales, on va très souvent aujourd'hui trouver des baux qui sont des baux de 10 ans ou 11 ans, justement, qui présentent l'intérêt de ne faire disparaître cette règle de la sortie triennale. C'est-à-dire que dans des baux d'une durée initiale supérieure à 9 ans, on peut très bien prévoir ce qu'on appelle une durée préfixe. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 6 premières années, on ne puisse pas sortir du bail. Donc, c'est conventionnellement, on s'est extrait volontairement des règles du bail commercial avec cette particularité. Mais en dehors de ce cas particulier, normalement, légalement, je ne peux sortir que tous les 3 ans quand je suis preneur. Alors, ça, c'est encore une fois légal, mais conventionnellement, rien n'empêche de se mettre d'accord encore une fois avec le bailleur pour sortir.
très souvent, ça nous arrive que nos clients ou des personnes nous contactent dans cet intérêt-là, de voir s'ils peuvent effectivement sortir et qu'on engage une négociation avec le bailleur pour conventionnellement se mettre d'accord sur des modalités de sortie sans avoir pour autant à forcément payer le terme, puisque c'est la deuxième question, parce qu'effectivement, vous comprenez bien que si on a cette obligation de ne pouvoir légalement sortir que tous les 3 ans, la contrepartie, c'est que si je veux sortir avant, sauf à trouver un accord avec le bailleur, ben, je vais devoir payer l'intégralité des loyers et des charges jusqu'à l'échéance triennale. Donc ça, souvent, on peut être amené à négocier avec le bailleur un accord et qui va être souvent conditionné au fait qu'on lui présente un nouveau locataire qu'il va agréer. C'est-à-dire que ben, ça suppose effectivement, là, purement consensuellement, de trouver quelqu'un qui soit agréé et que finalement, ben, le bailleur accepte de vous délier de votre obligation de payer ses loyers jusqu'à l'échéance parce qu'il aura trouvé un locataire d'ici là. Mais finalement, rien ne lui interdirait, s'il le voulait, d'appliquer légalement le principe selon lequel il va vous prendre jusqu'à l'échéance triennale tous les loyers et puis commencer à percevoir des loyers de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un point souvent qu'on peut trouver aussi dans les personnes qui nous demandent de dissoudre ou liquider leur société sans avoir anticipé que leur bail n'est pas encore sur une échéance triennale. Et donc ça, c'est un coût qui peut être relativement important s'il n'est pas anticipé avant de dissoudre la société, parce que derrière, on va se retrouver en dissolution ou liquidation volontaire à payer ses loyers alors même qu'on n'aura plus aucune activité et le bailleur sera légitimement en droit de demander ce paiement. Non seulement il est légitimement en droit, mais la jurisprudence, quand les tribunaux sont saisis, confirme cette obligation qui relève d'ailleurs du droit commun sur un contrat à durée déterminée. Et là, on considère qu'il y a une durée imposée déterminée jusqu'à l'expiration de l'échéance triennale. L'une des parties peut contraindre l'autre à payer jusqu'au terme convenu. Et pendant un temps, la jurisprudence considérait que 2 ans de loyer indemnisaient convenablement le propriétaire dans le cadre d'une rupture anticipée et à mauvaise date du contrat de bail commercial. La jurisprudence a eu tendance à évoluer et maintenant, c'est effectivement jusqu'à la fin de la période triennale en cours. Donc, ça peut être plus de 2 ans de loyer. Ça peut donc être très lourd pour une société si elle n'a pas anticipé cette négociation avec le bailleur ou la recherche active d'un repreneur du bail. La fin de la question, c'est simple. Le bailleur, lui, il n'a jamais la possibilité de résilier le bail tous les 3 ans, en tout cas presque jamais. C'est-à-dire que sur le principe, le bailleur, lui, est tenu pour la durée du bail qui est prévue conventionnellement au départ. Donc, que ce soit un bail de 9 ans, 10 ans ou 11 ans et 9 mois, le bailleur, lui, ne peut dénoncer le bail qu'à l'échéance contractuelle. Les seules exceptions sont vraiment effectivement exceptionnelles, c'est-à-dire que le bailleur peut délivrer un congé pour un terme triennal si, par exemple, l'immeuble est devenu insalubre et nécessite des gros travaux qui ne peuvent pas attendre, ou qu'il a un projet de surélévation de l'immeuble avec des travaux importants et qui ne permettent pas de garder le locataire commercial qui en général est au rez-de-chaussée. Mais dans ce cas-là, il doit non seulement l'indemniser, mais une fois que les travaux sont finis, lui proposer en priorité la réintégration du local commercial. Donc c'est vraiment une faculté très résiduelle, mais ce qu'il faut retenir, le principe, le bailleur, lui, ne peut pas mettre fin au bail avant son terme. Ok. On a une question rapidement. Si le locataire refuse d'activer son droit de préemption, l'indemnité d'éviction est-elle due néanmoins? Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Ok. On avance. Dans quelles conditions peut-on obtenir une indemnité d'éviction, justement? Comment est calculé son montant? Alors, dans quelles conditions peut-on obtenir une indemnité d'éviction? Dès qu'on a été un bon locataire et qu'on est confronté à un bailleur qui veut reprendre son local commercial. Donc, à partir de là, aucun grief ne peut être opposé au locataire, son droit est absolu. Et il aura cette indemnité qui, comme je le disais tout à l'heure, est en fait la contrepartie de la perte de son activité commerciale telle qu'il la pratiquait. Il a choisi un local commercial parce qu'il y avait un intérêt
en termes d'adresse, de voisinage, de desserte, desserte par des transports. Donc, pour un certain nombre de raisons, et à partir du moment où le bailleur lui impose de délocaliser son activité, il subit nécessairement un préjudice, et c'est ce préjudice-là qui doit être indemnisé par le bailleur. Alors, pour ce qui concerne le calcul de son montant, j'aurais tendance à dire que c'est au cas par cas, mais il y a malgré tout des critères qui sortent de la jurisprudence. Dans le cadre du congé sans offre de renouvellement, puisque le sujet il est souvent celui-là, c'est-à-dire qu'on interrompt le bail, on refuse le renouvellement par le biais du congé et on ne vous propose pas de souscrire à un nouveau bail, bon, c'est le bailleur qui va proposer une indemnité. Bon, bien évidemment, si je me place côté bailleur, je vais toujours avoir tendance à faire une proposition particulièrement basse et je n'ai pas à justifier du montant. C'est-à-dire que je fais une proposition d'indemnité sans avoir à expliquer. Alors, pour éviter que ça soit forcément un débat, parce qu'on va le voir avec Anne après, ça devient forcément un débat judiciaire dans beaucoup de cas, voire même dans quasiment tous les cas. L'idée, qu'on soit bailleur ou preneur, c'est de suivre quand même un certain nombre de règles. C'est que la jurisprudence nous dit quand même que cette indemnité, elle est fixée sur des critères purement économiques. C'est-à-dire qu'il faut regarder encore une fois ce que perd le preneur. Ce qu'il perd fondamentalement, c'est pas nécessairement son fonds de commerce. Malheureusement, c'est pas parce qu'on déplace mon fonds que je perds la totalité. Donc il y a plein de choses qui peuvent être indemnisées, mais ça va être déterminé en fonction de critères économiques. Donc forcément, le chiffre d'affaires va rentrer comme un élément important, mais également la rentabilité. Mais il y a tout un ensemble d'éléments géographiques. Les frais de relocation, par exemple, peuvent rentrer dans la base indemnitaire, les frais de déménagement, le surcoût qu'on pourrait avoir dans un nouveau local parce que ça va nécessiter éventuellement des investissements, encore que très souvent le bailleur va contester ça parce que forcément derrière ces investissements, je vais quand même les déduire. Donc, si vous voulez, il y a un vrai débat qui va se faire, c'est-à-dire que le bailleur va faire une proposition d'indemnité, le preneur, lui, sur la base de ces critères économiques qu'il connaît et sur la base éventuellement d'attestations d'experts comptables qu'on peut être amené à établir, va rapporter la preuve que son préjudice est beaucoup plus élevé. Au final, ça va être une négociation ou, à défaut de négociation, ben, on va aller sur un terrain purement judiciaire. C'est le cas de 95% des indemnités d'éviction, justement parce que, comme le disait Pierre, les intérêts en présence sont terriblement divergents. Et donc, savoir jusqu'à combien de chiffre d'affaires, parce qu'il y a aussi des modalités qui dépendent de la branche d'activité. Donc, il y a un peu des barèmes pratiqués par les experts, mais ensuite avec des aménagements. Donc, la détermination est souvent très complexe et repose sur tellement de paramètres que c'est assez rare que les parties se mettent d'accord elles-mêmes, sauf quand le preneur trouve, lui, un intérêt parce qu'il envisageait à terme de s'arrêter, bon, et donc trouve son intérêt dans la perception rapide d'une indemnité d'éviction qui est calculée un peu à la louche. Mais quand le preneur a vraiment une volonté de poursuivre son activité, il essaiera de la faire calculer au mieux et donc ce sera la plupart du temps par un expert judiciaire. OK. Question suivante, il nous reste une vingtaine de minutes. Dans le cas d'une résidence composée de plusieurs studios et plusieurs copropriétaires, qu'en est-il du montant de l'indemnité lorsque la résiliation ne porte pas sur tout le bail, mais uniquement sur certains studios? C'est une question assez niche, mais je vous laisse répondre. Qui C'est s'y une colle? question assez niche, mais aujourd'hui, il y a une réponse qui est assez couramment pratiquée, et qui est de solliciter d'un expert judiciaire qui détermine ce que serait l'indemnité d'éviction pour l'exploitant s'il perdait la totalité de son fonds de commerce et donc l'exploitation de la totalité de la résidence et tous les baux qui portent sur les lots d'hébergement. Donc, on fait le calcul total de l'indemnité d'éviction et ensuite, on fait une règle de proportionnalité par rapport aux studios ou copropriétaires
qui ne veulent pas renouveler le bail à l'échéance et qui donc offrent le paiement d'une indemnité d'éviction. Et donc l'indemnité d'éviction, elle est ensuite proportionnelle à ce que représente pour l'exploitant la perte des lots qui lui sont retirés. Sauf si il s'avère que, mettons pour une résidence de 80 lots, il n'y a plus que 15 lots qui sont donnés à bail hors renouvellement, on considère que ces 15 lots ne permettront pas une exploitation rentable de la résidence et dans ce cas-là, les tribunaux, parce que c'est en général eux qui sont saisis pour arbitrer, considèrent qu'il y a un nombre insuffisant de copropriétaires qui renouvellent et que donc les 75% des lots retirés interdisent l'exploitation totale et ils vont donc supporter 100% de l'indemnité d'éviction. Mais c'est vraiment un cas résiduel. Le plus souvent, on a quelques copropriétaires qui veulent reprendre leur lot et dans ce cas-là, l'indemnité d'éviction est calculée sur un prorata de ce que serait un montant total. Okay, question suivante. Pierre, tu n'as pas de complément à apporter sur la question précédente? Concernant la résiliation sans indemnité d'éviction et le droit de repentir du propriétaire, dans quelles conditions le locataire peut-il y faire obstacle? Alors ça, c'est une question qui est curieuse parce que si c'est une résiliation sans indemnité d'éviction, déjà de toute façon, le locataire ne peut pas faire obstacle à la résiliation et si elle est sans indemnité d'éviction, on a peu de chances que le propriétaire exerce son droit de repentir qui consiste à dire finalement je préfère renouveler le bail. Donc je suppose que la question rentre dans le cas où le locataire a contesté l'absence d'indemnité d'éviction et où le propriétaire voit qu'effectivement sa position de refus d'une indemnité d'éviction n'est peut-être pas tout à fait fondée et qu'il risque d'avoir à payer une indemnité qu'il n'avait pas prévue, dont le montant peut lui paraître trop élevé, et où il décide à ce moment-là, devant le risque du paiement, d'exercer un droit de repentir et de dire bon ben je renonce à mon congé avec refus de renouvellement et finalement je vous offre à vous locataire de faire repartir un nouveau bail. Quand le propriétaire veut faire repartir un nouveau bail, le locataire ne peut pas y faire obstacle, puisque on rentre dans ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le principe, c'est que le locataire a un droit au renouvellement. À partir du moment où le propriétaire lui reconnaît ce droit et lui donne ce droit et le fait jouer, le locataire ne peut pas s'y opposer. Ok. Alors, question 11. Je suis en bail commercial de 9 ans avec une société qui ne paye pas l'intégralité de ses charges. J'ai envoyé à plusieurs reprises des courriers sans jamais obtenir de réponse, même recommandé. Est-ce un motif suffisant pour leur signifier un congé? Par ailleurs, j'ai un mail de leur part m'indiquant qu'en cas de vente de l'appartement, la société ne demanderait pas d'indemnité d'éviction. Quelle est la valeur juridique de ce mail? Alors, sur la première question, la réponse est relativement aisée. Le bailleur n'a jamais à justifier légalement le motif pour lequel il ferait un congé. C'est-à-dire que le congé est de droit, le bailleur peut tout à fait notifier son congé sans expliquer pour quel motif. Donc, que le fait soit lié effectivement au fait que le locataire antérieurement n'aurait pas réellement payé toutes ses charges ou n'aurait pas respecté l'intégralité des règles du bail, j'aurais tendance à dire que ça, c'était un motif pour activer la clause résolutoire du bail avant même la question du renouvellement. C'est-à-dire que si on ne respecte pas les conditions du bail, je pouvais très bien, en tant que bailleur, sortir. De là à en faire un motif pour refuser le congé, j'ai même pas besoin de ça. C'est-à-dire que si je veux utiliser mon droit au congé, je suis bailleur, je notifie un congé avec ou sans offre de renouvellement. Et effectivement, en revanche, le non-respect des conditions initiales du bail pourrait justifier, et va souvent justifier, un congé sans offre de renouvellement, ou alors avec des conditions de renouvellement qui vont être peut-être un peu plus drastiques, compte tenu de l'historique qu'on peut avoir avec ce locataire. Donc ça, c'est ce point-là. Et même nous, très souvent, les bailleurs qui nous interrogent, on leur déconseille de motiver quoi que ce soit dans le congé. Le congé est une opération très formelle et prévue par le Code de commerce.
Et il peut être très complexe de mettre par écrit justement pour quel motif on aurait souhaité donner congé à notre preneur, parce que ça peut troubler éventuellement dans le cadre en suivant judiciaire, en disant bah oui, mais vous notifiez un congé, mais dans le même temps vous nous dites que vous demandez ce congé parce qu'on ne respecte pas les règles. Ça peut troubler un peu les pistes, et pour peu que le congé soit mal rédigé, bah, considérer que finalement ça soit un congé avec une offre de renouvellement sans indemnité. Et là, on peut basculer dans un autre champ qui peut être beaucoup plus complexe pour le bailleur. Donc, si on notifie un congé, on le fait dans les formes du code de commerce, on n'explique pas nécessairement pourquoi. Ok. Pour la deuxième congé question. motivé, comme disait Pierre, c'est celui pour lequel le bailleur refusera le renouvellement. Et dans ce cas-là, effectivement, s'il refuse le renouvellement, là, il est obligé de le motiver Il va notifier. de façon sérieuse. Mais le non-paiement de l'intégralité des charges peut être un motif sérieux. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, comme je le disais tout à l'heure, le fait de vendre un bien loué ne met pas fin au bail. Donc, si un propriétaire décide de vendre son appartement, la société locataire n'a pas droit ipso facto à une indemnité d'éviction, puisque le bail portant sur l'appartement continue avec la société locataire. Donc, cette position de la société indiquée juridiquement, elle ne vaut rien, puisque elle est donnée à quelqu'un qui va perdre la qualité de propriétaire, donc qui ne sera plus, au terme du bail, la personne qui aura vocation à verser ou non une indemnité d'éviction. Donc c'est totalement inopérant. Et en plus, la valeur juridique d'un mail est toujours sujette à caution sur sa force probante et le moment où elle a été donnée. Donc la renonciation par l'exploitant à une indemnité d'éviction au moment de la vente de l'appartement ne vaut que si ça s'inscrit dans un accord global, c'est-à-dire qu'au moment de la vente de l'appartement, le vendeur et la société locataire décident amiablement de mettre un terme au bail, de telle sorte que l'appartement sera vendu libre et non plus avec un bail commercial. Et dans ce cas-là, c'est pas un mail qui importe, c'est l'accord qui est conclu juridiquement à ce moment-là par un contrat, par une convention, par un avenant mettant fin au bail de façon anticipée. Ok, question suivante. Là, on va aborder les conditions financières du bail. Donc, quelle différence y a-t-il entre révision et indexation? Il nous reste un quart d'heure. Une différence fondamentale. On est sur deux mécanismes qui n'ont strictement rien à voir. La révision, elle est prévue par le Code de commerce. C'est une révision qu'on dit légale et qui est triennale. Bon, on va revoir après son mécanisme, mais pour faire simple, elle est prévue par la loi et elle s'applique à condition de respecter le formalisme qui est prévu par la loi. À savoir que cette révision, d'abord, il y a des critères pour l'appliquer. On va devoir la faire en fonction d'indices qui sont prévus par la loi. On va revenir après, mais c'est l'ILC et l'ILAT suivant les cas et la nature de l'activité. Mais surtout, le point fondamental de la révision, c'est qu'il faut une notification qui soit faite par le bailleur. C'est-à-dire qu'elle, même si elle est d'application légale, pour s'appliquer, encore faut-il que le bailleur ait notifié au preneur l'application de cette révision. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas s'appliquer rétroactivement si, par cas, le bailleur a oublié de faire la révision triennale du loyer. Elle ne s'appliquera qu'à partir du moment où on aura réellement notifié. Et pour les mois ou années perdues, ça sera perdu, malheureusement. À l'inverse, l'indexation, alors l'indexation, elle peut prendre plein de formes, plein d'appellations plus ou moins exotiques. On parle d'échelle mobile, on peut parler d'indexation annuelle, biennale, peu importe. En fait, c'est une modalité de révision, mais qui serait plus conventionnelle. C'est-à-dire que les parties, en dehors de la révision légale, peuvent prévoir tout autre mécanisme qui le souhaite. Encore une fois, on est dans un contrat, on a une certaine liberté conventionnelle sur ce point-là. Si les parties décident de modifier à certaines dates ou à certaines échéances ou selon certains critères le loyer, on va parler d'indexation. Mais ça suppose, dans ce cas, de prévoir
à l'intérieur même du bail les modalités de cette indexation, c'est-à-dire les critères qui vont être appliqués. Ça va être les dates. Alors, en général, on va être plutôt sur des indexations annuelles, c'est plutôt l'habitude. Et puis, on va choisir les critères de cette indexation. Ça va être, par exemple, sur d'autres critères, mais ça peut être l'ILC ou l'ILAT, mais ça peut être d'autres critères économiques. On peut avoir aussi une libre choix par rapport à des critères qui vont être, par exemple, liés à l'activité propre. Je pense, par exemple, vous avez un certain nombre d'indices qui sont applicables pour les entreprises de paysage, par exemple, où vous avez des variations de points qui sont définies dans des sortes de conventions de la profession. Et donc, on peut utiliser ces éléments qui sont des éléments objectifs qui vont permettre d'indexer le loyer. Mais on est encore une fois sur deux choses différentes. Et l'indexation, la particularité, c'est que cette indexation, elle est d'application immédiate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a vu et qu'on l'a convenu dans le contrat de bail, il n'y a pas besoin que le bailleur notifie à la date anniversaire que l'indexation s'applique. Normalement, le preneur de lui-même, il devrait être en capacité de déterminer lui-même, si les indices ont bien été clairement indiqués, d'appliquer le nouveau loyer. Donc ça veut dire que si on a cette clause d'indexation, quand bien même le bailleur ne m'a rien notifié, la clause va jouer et donc on pourra même remonter rétroactivement jusqu'à éventuellement 5 ans. Ok, on a une question de Monsieur Leloup. Mais juste interromps, Anne. On a une question de Monsieur Leloup, mais on la prendra à la fin, si jamais il nous reste du temps. S'il ne nous reste pas le temps, on vous recontacte et on vous répondra directement, soit par mail, soit par téléphone. Je te laisse la parole, Anne. Oui, juste une petite précision, parce que pour vous montrer que la matière est complexe et c'est juste un petit mémo, il faut quand même faire attention au choix des indices, parce que le fait d'avoir prévu une indexation conventionnelle du bail ne fait pas obstacle à la possibilité d'une révision triennale légale. Simplement, il faut à ce moment-là essayer de comparer ce qui est l'augmentation indicielle avec ce qui est l'augmentation liée à la pratique de la révision, ce qui peut parfois être un petit peu complexe, mais quand la loi est intervenue en 2014 pour limiter les possibilités de recours à un indice en matière de révision, n'est pas allée jusqu'à la fin de la cohérence pour adapter totalement les problèmes de révision aux problèmes d'indexation. Okay. Question suivante. En sachant qu'elle n'a pas été précisée dans le bail, quelle est la période d'augmentation du loyer selon l'indice ILAT? Quel est le loyer pris en compte pour calculer l'augmentation? Y a-t-il une formule pour le calcul? Il nous reste 10 minutes. Alors là, c'est bien simple, c'est ce que disait Pierre. S'il n'y a rien de précisé dans le bail est soumis à la révision triennale. Donc, ça suppose une augmentation tous les 3 ans. Alors, tous les 3 ans, mais pas nécessairement à la date anniversaire du bail, puisque comme Pierre le rappelait, il faut un formalisme et il faut que le bailleur mentionne son intention d'appliquer la révision. Donc, le point essentiel, c'est qu'il faut que le précédent loyer ait été appliqué pendant 3 ans. Donc, si vous avez pratiqué votre première révision triennale au bout de 4 ans de bail, faudra attendre la fin de la 7e année pour pouvoir faire une nouvelle révision. Le loyer pris en compte pour calculer l'augmentation, c'est le dernier loyer applicable. Et la formule de calcul, elle est simple, c'est le dernier loyer applicable multiplié par le nouvel indice divisé par l'indice de référence, c'est-à-dire en général celui de la même période, parce qu'il faut bien être en cohérence de trimestre, donc celui du même trimestre de 3 ans plus tôt pour la précédente révision. Donc si vous prenez l'ILAT, le dernier paru, qui doit être le dernier trimestre 2022, il faudra le comparer au 4e trimestre 2019. Parfait. Question suivante. Donc, on a eu pas mal de questions dans le chat. Comme je disais tout à l'heure, on vous recontacte si on les prendra à la fin, mais sinon, on vous recontacte pour vous répondre. Depuis la loi Pinel de 2014 et l'article L145-34 du Code de commerce, il semblerait que l'utilisation de l'ICC pour la révision des loyers soit supprimée au profit de l'ILAT ou de l'ILC. Est-il donc possible pour le bailleur d'utiliser l'ICC dans la clause d'échelle mobile de notre bail? Alors, ça va être très rapide. Je vais vous faire gagner du temps. Première question. Oui, c'est pas il semblerait, c'est effectivement ça.
il n'y a plus de choix. La révision, c'est forcément ILAT ou ILC, on n'a pas de choix. En revanche, on vient de le dire, le bailleur peut très bien utiliser dans la clause d'échelle mobile, qui est une indexation, tout indice qu'il le souhaite. Donc l'ICC qu'on utilisait historiquement, on peut continuer de l'utiliser. Attention néanmoins, dans la jurisprudence, on nous amène quand même souvent à faire attention à ce que l'indice utilisé dans la clause d'échelle mobile soit cohérent néanmoins avec l'activité qui va être exploitée dans le cadre du bail. Ok. Question 15. J'ai signé des baux commerciaux indexés sur l'IRL, résidence de tourisme, location de studio meublé pour des séjours courts. Est-ce légal ou faut-il obligatoirement l'indexer sur l'ILC? C'est tout à fait légal puisque, comme vous disait Pierre, ce qui compte dans l'indexation annuelle et l'indice retenu, c'est que ce soit un indice en cohérence avec l'activité qui est pratiquée. Donc, une résidence de tourisme qui a pour vocation de louer les lots d'hébergement à court moyen terme, elle fait bien une activité qui peut être indexée sur l'indice de révision des loyers, qui normalement est applicable en loyer d'habitation, mais là, on peut considérer que la location des lots d'hébergement de la résidence de tourisme est effectivement une forme d'habitation. Donc Ok. la cohérence existe et l'indice est valable. À l'échéance des 9 ans de mon bail commercial, mon bailleur a procédé à une augmentation de loyer dans le cadre de la révision triennale selon les indices prévus au bail, mais ne m'a pas proposé de renouvellement. Mon bail est donc en prolongation tacite, ce qui me convient bien au regard du loyer attractif. Pouvez-vous me confirmer que les deux principales contraintes sont les suivantes? Ne pas aller au-delà des 12 ans sans lui demander de renouvellement pour éviter le déplafonnement. Nécessité de demander un renouvellement dans le cadre éventuel d'une vente de DAB ou de fonds de commerce afin de sécuriser l'acquéreur. Alors, je confirme, la personne qui a posé la question maîtrise déjà très bien les baux commerciaux. Les contraintes, effectivement, c'est qu'on a parlé tout à l'heure du déplafonnement qui pouvait être demandé à la fin du bail et normalement des 9 ans. Ce déplafonnement, il obéissait à un certain nombre de conditions. Le déplafonnement devient automatique dans certains cas. L'un des cas, c'est le bail pour n'importe quel local commercial qui aura une durée effective supérieure à 12 ans. Donc, quand on se trouve en tacite prolongation, on peut dépasser les 12 ans et c'est un cap à garder à l'esprit justement pour éviter ce déplafonnement qui devient automatique indépendamment de l'évolution des facteurs locaux de commercialité. Les autres cas de déplafonnement automatique, ce sont ce qu'on appelle les locaux monovalents, c'est-à-dire ceux qui auront été construits en vue d'une seule utilisation. En général, on met dans cette catégorie les hôtels, les parkings, les salles de cinéma, et puis échappent également aux règles de déplafonnement les entrepôts et les bureaux. Et donc, effectivement, si on a laissé le bail se poursuivre en tacite prolongation, on a également l'autre inconvénient évoqué par Pierre en début de séance, qui est le fait que pendant cette tacite prolongation, n'importe laquelle des parties peut mettre fin au bail à n'importe quel moment, nonobstant bien sûr des règles de préavis qui diffèrent pour le bailleur ou pour le preneur, mais qui donnent une insécurité. Et donc, si le locataire veut vendre son droit au bail ou son fonds de commerce, il a intérêt, pour valoriser son fonds de commerce, à avoir un bail en bonne et due forme, avec une durée la plus longue possible, pour que son repreneur lui-même s'inscrive dans une perspective d'exploitation durable. Donc effectivement, il est opportun, quand on envisage de céder son activité, d'avoir un bail en bonne et due forme et non pas simplement une tacite prolongation. Ok. Question suivante. Suite à un changement de propriétaire, est-il légal que mon loyer soit augmenté et que je paye la taxe foncière alors que ce n'était pas le cas avec l'ancien propriétaire? Il nous reste 1 minute, il faudrait qu'on aille vite pour pouvoir aborder les 3 dernières. Alors, c'est pas légal. On revient un peu sur les mêmes principes. Le bail se poursuit dans les mêmes conditions qu'avec l'ancien propriétaire. Le fait que le propriétaire vende son local commercial ne met pas fin au bail et n'a aucune incidence sur le bail. Donc celui-ci se poursuit avec les mêmes obligations, le même loyer
et les mêmes charges. Donc, si dans les charges et les impôts, la taxe foncière n'était pas prévue, elle ne devient pas immédiatement applicable avec le nouveau propriétaire. Celui-ci doit attendre la fin du bail, délivrer congé avec offre de renouvellement pour, le cas échéant, renégocier les conditions conventionnelles. Avec une petite précision, c'est que quand bien même on aurait un accord avec le propriétaire actuel, par exemple, qui ne nous impose pas de payer les taxes foncières alors que c'était prévu dans le bail, par exemple, parce que ça peut arriver, le nouveau propriétaire, lui, n'est pas tenu par le fait que l'ancien propriétaire ait renoncé à un certain nombre de ses droits. Il récupère le bail tel qu'il est écrit, pas sous la base des accords informels que le bailleur a pu avoir avec le preneur. Donc ça, il faut y faire attention aussi quand vous récupérez un bail. La mise aux normes des installations chaudières à gaz, par exemple, est-elle à la charge du bailleur ou du preneur? Quelle charge le bailleur peut-il légalement imposer au preneur et inversement? Alors ça, c'est quelque chose qui maintenant est très encadré depuis la loi Pinel. Avant, on parlait de baux triple net, ce qui veut dire que le bailleur ne gardait aucune charge, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, les gros travaux de l'article 606, c'est-à-dire essentiellement le clos, le couvert et tout ce qui touche à la structure du local, ne peuvent pas être transférés sur le preneur et restent à la charge du bailleur. Les mises aux normes peuvent être imposées aux preneurs. La limite, c'est si, au moment où il faut les changer, ça nécessite des travaux sur la structure. Et dans ce cas-là, effectivement, qui dit travaux de structure dit travaux du bailleur. Et donc, c'est bien ça la limite, c'est l'article 606. Les contraintes, les mises aux normes, etc., et les charges répercutées sur le preneur doivent faire l'objet d'un inventaire précis dans le bail et être annexées avec toutes les charges qui en résultent pour le preneur dans une répartition qui maintenant est très normée. Question suivante. J'ai un bail 369 depuis 96, renouvelé 2 fois, puis renouvelé en 2016 par tacite reconduction, car je n'ai pas eu de retour du propriétaire, héritier. Depuis 2 ans, il me réclame le paiement de la taxe d'ordure. Cette taxe n'est pas inscrite sur le bail ni la taxe foncière. Dois-je payer cette taxe? Et que faire lors du renouvellement du bail en 2025? Bon, alors vous l'avez bien compris déjà. Bon, on va pas revenir sur la première partie qui est la tacite reconduction qui n'existe pas, hein. On est bien en tacite prolongation, donc on est bien dans un bail à durée indéterminée. Donc du coup, ça pose la difficulté effectivement au moment du renouvellement de bien faire attention et pas forcément se braquer. Je vais revenir dessus. Mais le sujet de la taxe sur les ordures ménagères, c'est une question qui est souvent posée. C'est une taxe annexe aux taxes foncières. Bon, à partir du moment où les taxes foncières dans le bail sont prévues comme étant répercutées aux locataires, donc au prorata des surfaces qui lui sont louées pour être conforme à la loi, il faut faire attention à la rédaction dans le bail. Si le bail est incertain et ne prévoit que la taxe foncière sans autre précision d'autre nature, seule la taxe foncière sera répercutable par principe. On peut essayer d'aller batailler au plan judiciaire si on est le bailleur, mais la jurisprudence est quand même assez claire sur le sujet. On ne peut répercuter au locataire que les charges qui sont réellement nommées dans le bail. En revanche, si vous avez une formulation du type la taxe foncière et les taxes annexes ou toute taxe qui viendrait en complément, il peut y avoir un débat parce que cette taxe sur les ordures ménagères, d'abord, elle est très accessoire souvent en montant, mais accessoire à la taxe foncière. Donc, elle suit normalement le régime de cette taxe foncière et peut être répercutée au prorata. Mais encore une fois, attention à cette rédaction. Là encore, au moment du renouvellement, que faire? On en revient à la question initiale qu'on a posée. C'est pas parce que j'ai le droit d'aller contester le fait que mon bailleur veut m'appliquer la taxe sur les ordures ménagères que je dois avoir une position trop stricte au moment du renouvellement. Parce que j'ai peut-être tout intérêt à accepter qu'on me facture 100 ou 200 euros de taxe sur les ordures ménagères si par ailleurs j'arrive à négocier un bon renouvellement du bail avec des conditions locatives par ailleurs qui me sont très favorables. Donc certes, je peux avoir droit à contester ce point, mais il faut le mettre au moment du renouvellement dans une appréciation globale de ce renouvellement. Voilà, c'est vraiment un point auquel il faut faire attention. Et dernière question, en cas d'impayé de loyers commerciaux, comment mettre en œuvre la clause résolutoire et comment la contester? Alors, comment la mettre en œuvre? C'est très simple. C'est un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est fait par un commissaire de justice. C'est le nouveau nom des huissiers de justice.
Alors, en revanche, avec une précision, c'est-à-dire comment la mettre en œuvre. Le commandement en lui-même est assez simple à rédiger, mais il faut penser à bien préciser dans le montant des sommes réclamées ce qui correspond à quoi. C'est-à-dire qu'en général, la clause résolutoire est mise en œuvre pour des loyers et charges impayés, parce qu'il y a le loyer en principal, et il y a souvent la provision sur charge et qui est facturée au même terme que le loyer. Donc il faut bien penser à donner au commissaire de justice qui rédigera le commandement de payer un décompte précis de ce qui concerne les loyers stricto sensu, la TVA applicable et les provisions sur charge. À défaut, la jurisprudence peut considérer que le locataire qui reçoit le commandement de payer n'est pas suffisamment informé des sommes qu'on lui réclame. Et dans ce cas-là, on considère que le commandement de payer est nul. Donc c'est un acte qui a l'air très simple, mais il faut quand même être toujours vigilant sur sa rédaction pour éviter toute difficulté d'être obligé de le refaire, même si c'est pas un montant, les frais ne constituent pas des montants très élevés. C'est toujours contrariant de se rendre compte que son commandement de payer n'est pas valable. Le commandement de payer fait courir un délai d'un mois, au-delà duquel, si le locataire ne s'est pas exécuté, le bailleur peut aller devant le juge des référés pour demander l'acquisition de la clause résolutoire et faire valoir la reprise du local et l'expulsion du locataire qui, bien évidemment, vous l'aurez compris dans ce cas-là, n'a droit à aucune indemnité d'éviction puisqu'il est fautif. Comment la contester? Le locataire qui reçoit un commandement de payer a deux options. Soit dans le délai d'un mois qui lui est imparti, il va lui-même saisir le tribunal pour soit contester le principe même du commandement de payer parce qu'il estime qu'il est à jour de ses loyers, soit contester la forme du commandement en estimant qu'il n'est pas valable, soit tout simplement reconnaître qu'il a une dette, mais demander au juge des délais de paiement pour pouvoir s'acquitter et donc ne pas perdre son local commercial en ayant un aménagement pour régler un arriéré. En vertu de la loi, l'article 1343.5 du Code civil, le juge peut lui accorder jusqu'à 24 mois de délai, pas au-delà. C'est 24 mois avec un échéancier qui peut être linéaire ou pas. C'est-à-dire que la dette peut être reportée jusqu'à 24 mois, ou le juge peut, parce que le locataire lui aura prouvé qu'il a des difficultés, et notamment avec l'aide d'un expert comptable, on est quand même chez des experts comptables, aura établi qu'il peut s'acquitter sur 24 mois, mais en payant 100 les premiers mois, puis 200 ensuite, puis 300, etc., jusqu'à l'appurement total de la dette. Donc, cet échéancier n'est pas nécessairement X par mois ou la totalité au bout de 22 mois. Donc, il peut le contester soit en saisissant directement le juge, soit en intervenant en défense sur la procédure faite par le bailleur qui dit « je n'ai pas eu mon paiement dans le délai d'un mois, je demande l'acquisition de la clause résolutoire ». Et de façon reconventionnelle, le locataire peut dire au juge « je reconnais ma dette, mais je n'ai pas les moyens de la payer, voilà ce que je propose ». Et cette faculté d'obtenir un échéancier existe dans le temps, non seulement devant le tribunal, mais jusqu'en cour d'appel. C'est-à-dire que les délais finalement pour venir obtenir des délais de paiement peuvent être présentés tant que, selon la formule classique, la clause résolutoire n'est pas passée en force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il y a une décision définitive accordant au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, pour les autres questions qui auront été posées, comme je vous disais tout à l'heure, on y répondra par mail ou par téléphone directement. Vous voyez à l'écran les prochains directs du droit. Vous allez recevoir, n'hésitez pas à vous inscrire, vous allez recevoir un mail aujourd'hui ou demain avec le replay de l'émission, les contacts des intervenants que vous pourrez recontacter ultérieurement et un formulaire de satisfaction. Vous mettez 30 secondes à le remplir pour nous donner votre avis sur l'organisation et les sujets qui auront été abordés aujourd'hui. Voilà, écoutez, merci à tous et puis
on espère à un prochain direct. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée.